peut-être commencer par définir ce que c'est un fanzine. Alors, un fanzine pour nous, c'est n'importe quel document type magazine ou livre qui est auto-édité. Donc, c'est pas quelque chose qui est imprimé par un éditeur, qui est distribué en librairie, qui a un dépôt légal, par exemple. C'est vraiment des choses qui sont faites par des amateurs, qui sont coupées, collées, imprimées par les amateurs, souvent en photocopie, mais pas que, et qui ensuite est distribué par des réseaux d'amis ou de gens qui ont des intérêts proches de la personne qui l'a créé. Et donc c'est vraiment un document d'expression libre qui est auto-édité. Donc c'est une définition assez large des fanzines. Il y a des définitions qui sont un peu plus restrictives, mais pour nous c'est n'importe quel document qui est fait par des amateurs en fait. Et qui peut traiter du coup de n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Marine, donc vous êtes documentaliste pour quelques heures encore ici à la fanzine de Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le métier de documentaliste à la fanzinothèque ? Alors c'est à la fois documentaliste et quand même beaucoup archiviste parce que c'est quand même des fonds qui sont conservés absolument nulle part puisque c'est des publications tellement éphémères que les bibliothèques n'ont pas pu en prendre acte. Et voilà, c'est un peu le refuge des fanzines finalement, des publications très éphémères parce qu'on a beaucoup de numéro 1 et très peu de numéro 2 et encore moins de numéro 3. Et finalement, c'est ces gens qui sont à un moment mobilisés pour écrire, pour balancer leur motivation, leur passion, sont passés par le fanzine et c'est une petite publication, c'est des petites publications, mais elles sont nombreuses et elles font sens. Elles renseignent sur finalement ce qu'on appelle le souterrain ou l'underground, mais voilà, des publications qui sont passées sous tous les radars, mais qui ont infusé dans la société. Et donc on a vraiment tous les sujets possibles dans la collection, même si la base de la collection c'était autour de la musique punk, donc les fanzines des années 80, où on a vu un grand essor dans le monde des fanzines. Grâce à un peu de l'éthique du mouvement punk qui était do it yourself et qui coïncidait avec une époque où la photocopie est devenue moins chère. Et donc du coup, d'un seul coup, les gens ils avaient les moyens de s'exprimer sur les sujets qui les intéressaient, qu'ils ne trouvaient pas dans les magazines officiels. Donc quel est l'enjeu d'un lieu comme celui-ci, qui est de collecter du coup ces fanzines ? Comment on les repère, comment on les classe ? Alors l'enjeu, c'est vraiment de conserver toute cette partie de culture populaire, parce qu'en fait c'est ça. Et on a commencé avec une collection de 200 fanzines qui appartenaient au fondateur du lieu, Didier Bourgoin, qui avait à l'époque, il était disquaire, il avait son magasin sur le site. Et donc on est parti de cette base-là, et depuis 89, ça fait 35 ans, ce n'est que des dons quasiment. Et donc, c'est des gens qui nous apportent, qui nous envoient des fanzines. C'est des fanzines qu'on va aller récolter sur des festivals où il y a beaucoup de trocs, d'échanges. Ça marche beaucoup comme ça dans ces réseaux-là. Et puis, depuis plus récemment, on commence à recevoir des collections privées de fanzines. Ça peut être des collections assez conséquentes. Des gens qui collectionnent depuis les années 80 et qui souhaitent se débarrasser de leur collection. Comment on conserve un fanzine ? Déjà, on le met en rayonnage. On a beaucoup de publications qui sont extrêmement compliquées à conserver parce que ça va être de la 3D. Il y a vraiment la 3D. Beaucoup de choses qui sont un peu compliquées à conserver. La conservation, pour nos plus anciens fanzines, c'est pour ça qu'on les numérise. C'est que les encres sont de mauvaise qualité, c'est agrafé sur le côté et en fait on perd des feuilles. Enfin voilà, on a fait tout ce travail quand même de numérisation et de conservation avec nos moyens, parce qu'on n'a pas les moyens d'un centre d'archivage, mais au mieux on a essayé de conserver quand même ces traces qui sont vachement importantes finalement. Peut-être dans 100 ans, les gens reviendront sur des... On le fait déjà, Il y a déjà, sur 40 ans, on a déjà beaucoup de gens qui cherchent des traces, par exemple des premiers groupes, et tous ces, ou des premiers dessins de certains dessinateurs, c'est déjà important, de pouvoir, parce que c'est historique finalement tout ça, Donc aujourd'hui, ça représente combien de fanzines ici ? Alors on a 60 000 références, et on pense que c'est la plus grande collection de fanzines au monde. Et donc c'est vraiment un patrimoine exceptionnel qu'on essaie de conserver
et de valoriser en faisant des actions autour de la collection. Bien, moi, je m'appelle Carole, je suis chargée de l'administration de la Fanzinothèque et comme dans toute petite association, j'ai plusieurs rôles et je m'occupe notamment de l'espace de librairie, l'espace de dépôt-vente parce que la Fanzinothèque participe à la diffusion du fanzina par cet espace où on peut trouver des fanzines en vente, ce qui est assez rare, et quelques micro-éditions aussi, des gens qui sont issus du fanzina. Donc, on a actuellement 210 déposants différents, donc ce qui fait une grande diversité et de fanzines et d'affiches, puisque on a aussi des productions qui sont liées avec les expositions. À chaque fois qu'on fait une exposition, on fait une coproduction, et cette coproduction, elle est tirée en 50 exemplaires, et l'artiste en repart avec 25, et nous, on en garde 25. Et donc, on a des affiches ici qui sont là depuis 1989, parfois, des choses très anciennes, alors beaucoup de concerts de punk et tout ça, mais la Fanzinothèque et le fanzina fait qu'il y a vraiment une offre visuelle, graphique extrêmement diverse. Donc si vous cherchez un endroit pour acheter notamment des cadeaux en soutien à la culture, eh ben, je crois que la Fanzinothèque c'est un super lieu. On a vu des mutations au fil des années qui sont liées à la montée des supports numériques, Internet surtout. Et donc il y a eu toute une période dans les années 90 où tout ce qui était un peu fanzine d'information autour de la musique, donc compte rendu des concerts, de disques, etc. Tout ça, ça a émigré sur le web, donc sur des blogs. Et donc il y avait une baisse à ce moment-là de tout ce qui était autour de la musique, mais le relais a été pris assez rapidement par des fanzines un peu plus visuelles, des types de documents qui sont beaucoup plus intéressants sur le papier que sur Internet. Et donc il y avait tout un essor un peu de beaux objets fanzines sérigraphiés en couleur, etc. Et ce qu'on a vu plus récemment, c'est quand même un retour aux fanzines musicales, parce que les gens sont nostalgiques de l'objet papier. Et surtout dans les courants de musique qui ont des esthétiques visuelles très fortes, comme le black metal par exemple, où ils ont un côté visuel qu'ils ont envie de s'exprimer. Donc on retrouve ça dans les fanzines. Et ce qu'on voit aussi beaucoup depuis une dizaine d'années maintenant, ce sont des fanzines militants, qui traitent des sujets qui sont l'écologie, queer, féministe, etc., ou différentes revendications identitaires, qui sont un peu en marge. Et puis c'est des gens qui souvent cherchent un autre moyen de distribution que l'Internet, qui est quand même un espace qui est très surveillé. Et donc c'est un peu un retour à un moyen de diffuser des informations autrement, en fait. Et donc ce qui fait que le monde des fanzines, ça n'a jamais baissé des créateurs, en fait. Il y a toujours quelque chose qui prend la relais, ce qui fait depuis 35 ans, on reçoit autant d'ouvrages en permanence. Et où à un moment, c'était le seul référent, c'était la Fanzinothèque de Poitiers, parce qu'en fin de compte, les bibliothèques ne veulent pas de ces documents qui sont hyper chiants à cataloguer. Mais parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'adresse, enfin c'est des documents où on se casse la tête. Il n'y a pas d'ISBN. Il n'y a pas d'ISBN, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui est rigolo aussi. Moi j'aime bien, hein, j'aurais peut-être dû être flic, mais faire des enquêtes, mais moi j'ai une loupe dans mes placards pour décrypter les choses et il y a de l'enquête, quoi. Ça c'est marrant. En fait, on n'est pas très connu en dehors du monde des fanzines, mais dans le monde des fanzines, on est reconnu un peu internationalement. Et donc, on a depuis toujours des contacts avec l'étranger et on a des gens qui nous envoient des fanzines régulièrement. Et puis, nous, on essaie, dans la mesure du possible, avec nos financements, de se déplacer à l'étranger quand on peut. Donc là, tout un chacun peut venir vous rencontrer et voir comment, pour déposer son propre fanzine en dépôt-vente. Oui, alors nous, on ne pratique pas de politique de commission, on a une politique d'adhésion. Donc en fait, on ne marge pas du tout, ce qui est assez exceptionnel, mais pour nous, ça fait partie de notre mission autour de la défense du fanzina que de participer à sa diffusion. L'idée ici, c'est d'être pas qu'un archive, bibliothèque, on est aussi un lieu de création. Et donc l'idée, c'est que les artistes peuvent venir ici s'inspirer de la collection, créer sur place. Et donc on a entre 4 et 5 expos par an dans notre espace. Qu'est-ce que vous transmetteriez à la postérité sur un poste comme celui-ci ? La curiosité, l'ouverture d'esprit. Je suis hyper intriguée par le Distriboto. Alors le Distroboto, c'est
c'est un exemple de ce que fait la culture do it yourself, hein, c'est-à-dire que tous ces distrobotos ont été démontés à Montréal dans les années 2001. Ce sont des anciens distributeurs de paquets de cigarettes quand ils étaient en vente. Et du coup, un certain Rastelli s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces engins, et ils se sont dit on va continuer à la diffusion de la culture pour tous. Et donc en fait dans ces petites boîtes qui sont entièrement sérigraphiées au laboratoire de la Fanzinothèque, vous avez à l'intérieur soit un fanzine, soit un flipbook vierge ou pas si vous voulez créer vous-même, parce que l'idée c'est quand même de pouvoir le faire aussi soi-même et de promouvoir l'idée que tout un chacun peut faire les choses par lui-même. Des autocollants, voilà, donc pour 2 € vous avez une surprise locale. Et créative et culturelle. Et il marche. Et il marche. Donc. Il marche parfaitement bien, sauf là où il y a le scotch orange qui veut dire croire ne pas l'utiliser. De toute façon, c'est vide. On a vu au-dessus, voilà. il n'y en a pas. Voilà. Vous disiez tout à l'heure hors caméra que vous pouvez même pousser les murs pour accueillir des concerts ici. Oui, alors on aime bien être polyvalent, et donc tous les meubles sont effectivement sur roulette, et donc tout peut se pousser. Dans 10 minutes, on a tout dégagé. On peut avoir des concerts à l'intérieur, ou on fait souvent des discussions aussi, des tables rondes. Donc il y a un festival de nage libre au mois de juin qui s'appelle Bruisme, où souvent on fait des concerts. Là, cette année, c'est pas un concert qu'on va faire avec eux, mais une conférence avec un auteur, conférence sur le thème des écoutes extrêmes. Et donc on touche à la fois de la musique et du livre, donc ce sont des choses qui nous intéressent à faire ici. Et donc, est-ce qu'on peut quand même dire qu'un fanzine fait partie du monde de l'édition, même si c'est fait par des amateurs, ou est-ce que ça se rapproche plutôt à de l'art? Comment on le définit? Dans quel secteur on peut le classer? C'est un objet livre, donc oui, c'est un objet imprimé. Donc pour moi, c'est plutôt de l'édition, mais c'est un type d'édition où, du fait que ce soit de l'expression libre, c'est un zone de croisement de tout, quoi. Donc il y a la littérature, il y a l'image, il y a les différents sujets, que ce soit des choses militantes ou la musique. On a beaucoup de choses autour de la photographie, de l'autobiographie aussi, des récits de voyage. Enfin, il y a vraiment... Mais ça reste un objet imprimé. Et donc c'est de l'édition, même si c'est de l'auto-édition. Andou, vous voulez que vous nous montriez quelque chose tout à l'heure en particulier? Ah oui, alors moi je vais vous montrer le Bozine, qui est un objet unique, puisqu'il a été entièrement sérigraphié à la Fanzinothèque, qu'on est sur un ouvrage d'appel à projet qui rassemble 5 artistes de la Nouvelle-Aquitaine. Okay. C'est pour ça qu'il s'appelle Pavé, il s'appelle 5. On l'appelle le Bozine, c'est 50 tirages de sérigraphie, qui a été un énorme travail qui a été fait par le laboratoire. Et donc vous avez à l'intérieur Merci William. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? Je cherche un emploi de téléachat. Ça tourne. C'est un gros bassin. Waouh! Waouh!